Europe 1 Social Club. 20h, 22h. Frédéric Tadei. Marc Roche, vous êtes journaliste financier, vous couvrez, comme on dit, Wall Street et la City depuis 1979. Aujourd'hui, vous avez écrit une histoire secrète d'un crash qui dure, qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est la crise financière dont il est question, évidemment. Alors la crise financière dont on dit qu'elle a démarré en 2008, pas du tout. Vous dites qu'elle n'a pas débuté en 2008, comme on le dit, avec la chute de Lehman Brothers, mais un an plus tôt, l'été 2007, vous racontez la crise dans ce livre Vue d'Europe, ce que personne n'avait fait encore. Le narratif de la crise est américain, puisque c'est dans l'esprit de tout le monde la chute de Lehman Brothers en septembre 2008 qui provoque le crash. Or, c'est involontairement une banque française, en l'occurrence BNP Paribas, qui déclenche le crash un an plus tôt en fermant 3 SICAF, qui sont des placements de bons pères de famille, mais dans lesquels ils avaient mis quelques subprimes, et donc qui ont été déstabilisés par la crise hypothécaire américaine. En fermant ces fonds, ils commettent une erreur de communication, BNP Paribas, puisqu'ils annoncent qu'ils les ferment pour une question de liquidité. Ça, c'est le mot qu'il ne faut jamais prononcer. Jamais prononcer, parce que dès qu'on dit crise de liquidité d'une banque, c'est la ruée. Et c'est en effet la ruée. La ruée, ça veut dire que tous les clients viennent chercher leur argent. Tous les clients viennent chercher leur argent. Et BNP Paribas, au lieu de dire « ce n'est que une somme assez dérisoire, je vais la prendre sur mon bilan, je rembourse rapidement les clients et j'éteins l'incendie », eh bien, ils suspendent les fonds et ne remboursent pas. Ça prendra 3 semaines. Donc, cela provoque une suspicion générale sur la solvabilité de la banque qui est la deuxième banque de la zone euro. Et la Banque centrale européenne doit injecter dans les 2 heures qui viennent 95 milliards d'euros, 3 fois le PNB du Luxembourg, pour sauver le système bancaire. Alors vous dites au début de ce livre, Marc Roche, que dans cette crise des subprimes, rien n'était écrit d'avance. Et là j'ai un peu de doute quand même. Son caractère inéluctable a été prévu dès 2005, comme l'a très bien raconté, preuve à l'appui, The Big Short, le livre et le film d'Adam McKay. Le marché immobilier devait forcément s'écrouler. Ceux qui ont vu la crise venir, on peut les compter sur les doigts d'une main. Mais ils sont tous dans The Big Short. Ils sont tous dans le Big Short et quelques économistes. D'abord, on ne les écoutait pas, puisque la pensée unique voulait que, pour la première fois depuis bien longtemps, l'essor économique était permanent. Il y avait un bien-être général, tout le monde pariait en bourse, tout le monde spéculait, tout le monde essayait d'être propriétaire. Et tout le monde pensait que le marché immobilier ne cesserait jamais de grimper. Absolument, oubliant que toutes les crises ont été créées par l'immobilier dans le passé, et puis il a commencé à chuter, et personne n'a voulu voir cette chute du marché immobilier. Ce que raconte The Big Short, donc le livre Absolument. Et le film. Vous avez apprécié ce film C'est remarquable. En plus, c'est écrit de manière très simple. Et donc, tout le monde peut le comprendre. Parce qu'une des grandes... c'est un film de fiction, je précise. C'est un film avec Christian Bale, avec Steve Carell. Un des grands problèmes qui explique que la crise également continue, c'est que beaucoup de gens disent « Ouh là là, c'est de l'économie, c'est de la finance, c'est pas pour moi ». Or, la finance, c'est très simple. Et l'économie, c'est très simple. Simplement, les banques, ces établissements devenus tentaculaires, essaient de le rendre de plus en plus compliqué pour vendre des produits financiers à des clients qui ne comprennent pas ce qu'ils achètent. Comme dans l'art contemporain, finalement. Comme dans l'art contemporain. En juillet 2007, vous rappelez, Marc Roche, que l'indice Dow Jones battait tous ses records à plus de 14 000 points. Début août, les économistes de la City et de Wall Street prédisaient un boom du marché des actions pour 2008. Tout le monde est totalement aveugle. Là, on se dit, mais au fond, ils sont aussi idiots que ceux qui les croient. Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir ou ils ne comprennent rien. Non. Un mélange des deux. D'abord, ils ne veulent pas voir. Pourquoi vous voulez voir alors que vos bonus sont alimentés par cette spéculation? Donc, vous fermez les yeux et en attendant, vous allez avoir un bonus de plus en plus élevé. Et aussi, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre propre banque
Parce que les gens qui inventent ces produits financiers, comme on le voit dans le Big Short, eh bien, c'est des petits génies de mathématiques, de physique, des ingénieurs. Il y a ceux-là qui comprennent, mais ceux qui vendent ne comprennent pas rien. ce qu'ils vendent, et ceux qui achètent ne comprennent pas ce qu'ils achètent. Voilà, on est tout à fait d'accord. Alors, vous rappelez que HSBC lance l'alerte dès le 8 février 2007. Hein. Là, je rappelle que historiquement, la crise des subprimes, ça commence en septembre 2008. En réalité, il n'en est rien. Vous la faites débuter l'été 2007, mais même avant cela, en 2007, on est à quel moment là, en février-mars, hein, quand HSBC lance sa première alerte. Au printemps. Voilà, elle est consciente à ce moment-là, cette banque, de ses créances immobilières douteuses. Absolument, et HSBC, c'est pas n'importe qui. C'était à l'époque la deuxième banque mondiale, première banque britannique, et elle dit, nous devons créer des provisions parce que nous allons avoir des pertes énormes et personne n'écoute HSBC. Non. Et même à l'intérieur d'HSBC, tout le monde dit, écoutez, vous n'allez pas être des mauvais augures, et nous allons continuer comme si de rien n'était. Donc tout le monde continuait comme si de rien n'était. Et vous racontez, après ça va de mal en pis, mars-avril 2007, c'est Bear Stearns à New York qui essuie de lourdes pertes et qui doit fermer 2 hedge funds. Puis c'est Odo en France, en juillet, AXA, IKB en Allemagne. Tout ça, c'est en Europe, hein. Tout ça, c'est en Europe. Et après, on nous dit que c'est une crise américaine. Vous savez, les Européens, parce que l'Europe est parcellisée en termes économiques malgré l'euro, eh bien, c'est les Américains qui ont fait le narratif de la crise. Mais la crise a été vécue aussi dramatiquement en Europe, où ont été perdus autant d'emplois qu'aux États-Unis et où les politiques d'austérité créées par le renflouement des banques ont été aussi dures qu'elles ne l'ont été aux États-Unis. Alors, le 9 août 2007, c'est pas BNP Paribas, vous nous l'avez raconté, qui va déclencher l'apocalypse, dites-vous, en jetant la suspicion sur l'ensemble des banques européennes. C'est Jean-Claude Trichet, pour vous, le président de la Banque Centrale Européenne, qui sauve la mise au système à ce moment-là. Absolument. Jean-Claude Trichet, que j'ai très fortement critiqué pour avoir augmenté les taux d'intérêt un an plus tard. Mais Jean-Claude Trichet, là, est un visionnaire. Il a compris qu'il faut absolument injecter des liquidités pour sauver le système bancaire d'une déroute aussi grave que le crash de 1929. Et il le fait rapidement. Et la Banque Centrale Européenne, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est elle qui mène le jeu. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est elle qui va sauver le système bancaire et par la suite va aider au règlement de la crise souveraine qui s'ensuit. Moins visionnaire, pourrait-on se dire en vous lisant Christine Lagarde, l'époque ministre de l'économie, qui déclare le gros de la crise est derrière nous le 20 août 2007, c'est pas de bol. En même temps, peut-être qu'elle disait ça pour rassurer. On sait bien que ça fait partie du travail du ministre de l'économie et des finances. Il doit rassurer. La crise en France a été entièrement dominée par l'Élysée et Sarkozy. Sarkozy a percuté tout de suite. Percuté, ça veut dire qu'il a compris. Il a compris tout de suite. Il a pris les devants, alors qu'Angela Merkel voulait surtout protéger les banques allemandes et Gordon Brown au Royaume-Uni voulait protéger la City. Lui, il a écrit à Merkel une lettre dès 5 jours après la déroute BNP Paribas disant voilà, il faut faire quelque chose. Et dans cette lettre, tout est dit. Vous savez, Sarkozy était entouré d'une équipe remarquable, aussi bonne que les hauts fonctionnaires français qui entouraient Pompidou. Parce que ces gens ont travaillé collectivement sans conflit de territoire, ce qui est très rare en France, et au lieu de... au service du président, mais au service également de l'économie française. Et là, il faut le dire, alors que je ne suis pas un partisan de Nicolas Sarkozy, loin de là, il faut lui rendre hommage. La crise financière a été un bon moment pour lui. Il a eu une bonne crise financière, si l'on peut dire.